Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Parade ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'un homme, c'est Maître Jean-René Ildevert Mavungu, avocat au barreau de Perpignan, puisque nous allons parler avec lui des questions de droit international et aussi des questions constitutionnelles concernant le Congo. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, rapidement avec vous, nous allons traiter de deux sujets. Le premier va concerner déjà le droit international. Tout à fait. Vous avez vu, comme nous, la semaine dernière, que la CPI, en fait, a donné une injonction à l'Afrique du Sud d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir qui était sur son sol. Pourquoi déjà la CPI peut se permettre déjà un tel acte? Alors, la réponse est très simple à cette question. Il faut savoir que depuis pratiquement le 17 juillet, effectivement 1998, comme vous le savez, une Cour internationale pénale a été mise en place. Cette Cour, si vous voulez, dont le statut a été, bien entendu, voté en 1998 et entré en vigueur, bien entendu, le 1er juillet 2002. Elle a vocation, bien entendu, à poursuivre, non pas les États, mais effectivement un certain des hommes politiques, du président de la République ou de la société civile, et qui ont commis des crimes de génocide, et de les traduire devant une juridiction. Cette juridiction qui a son siège à La Haye peut effectivement tenir des audiences à n'importe quel endroit, c'est-à-dire dans n'importe quel pays. Alors, si aujourd'hui on trouve nécessaire de poursuivre effectivement le président soudanais, c'est parce que effectivement les crimes ou en tout cas les faits qui lui sont reprochés entrent dans le champ d'investigation, dans les compétences de la Cour internationale, et par conséquent il y a lieu de le poursuivre et de telle sorte qu'il puisse répondre devant cette juridiction. Avant de rentrer dans les faits, Maître, j'aimerais juste que vous nous expliquiez le rôle de l'Afrique du Sud en fait dans cette ordonnance, s'il faut le dire ainsi, de la CPI. Pourquoi la CPI demande à l'Afrique du Sud d'arrêter en fait Omar el-Béchir? Mais parce que dans un premier temps, l'Afrique du Sud, M. Béchir s'est retrouvé en Afrique du Sud, ce qui signifie simplement... Il est déjà sous mandat d'arrêt international. Il est sous mandat d'arrêt international, ce qui signifie qu'il faut effectivement que les autorités de l'Afrique du Sud puissent coopérer avec la Cour internationale pour effectivement arriver à terme, c'est-à-dire arrêter le président concerné de telle sorte qu'il puisse être traduit devant effectivement la Cour internationale pénale. Or, il se trouve que sans la collaboration effectivement de la Cour pénale internationale, le président concerné a la possibilité effectivement de prendre la clé du champ, c'est-à-dire de partir, de s'évaporer de la nature sans pourtant qu'on ait la possibilité, puisqu'il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, vous regarderez qu'il y a énormément de gens qui sont poursuivis, mais on n'arrive pas à leur mettre la main dessus, et que par conséquent, à partir du moment où on sait où il se trouve, à partir du moment où on sait qu'il est en Afrique du Sud, il y a nécessité que l'Afrique du Sud puisse coopérer de telle sorte que cette arrestation puisse avoir lieu. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il est coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Oui. Il appartiendra à la Cour de décider si effectivement les faits qui lui sont reprochés sont de nature à entraîner une condamnation ou s'il est innocent. Il est présumé innocent, mais aussi présumé coupable pour l'instant. Est-ce que la justice sud-africaine a fait de zèle dans cette affaire? Est-ce qu'elle était aussi dans son droit de pouvoir exécuter, puisqu'elle a demandé à ce que Omar el-Béchir ne quitte pas le pays? L'Afrique du Sud est un pays souverain. C'est un pays de droit. L'Afrique du Sud a le droit, effectivement, de répondre à une interrogation ou, en tout cas, à une invitation de la Cour internationale pénale. C'est-à-dire, dans la mesure où on lui demande de mettre en exergue, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour traduire le président concerné devant le tribunal, l'Afrique du Sud a le droit de dire oui ou non. C'est un pays souverain, c'est un pays de droit. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Moi, c'est le premier constat que je vais faire sur l'existence de la Cour internationale pénale. Lorsque vous constatez les affaires qui sont traduites devant la Cour internationale pénale, au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 7 cas. Les 7 cas concernent que des pays africains. Aucun pays européen n'est concerné. Or, vous savez ce qui se passe dans le monde. L'exemple de M. Poutine en est une illustration. Est-ce que M. Poutine est traduit devant la Cour internationale pénale? Non. Alors, pourquoi seulement, quand il s'agit d'un Africain, la Cour pénale internationale a la possibilité de le faire? Il faut le faire pour tout le monde. Alors, finalement, vous donnez raison à ceux qui disent aujourd'hui que la diplomatie a eu raison sur le droit, alors que normalement, le droit devrait se dire partout. Oui, mais le droit est universel. Le droit doit s'appliquer pour tous
et dans tous les États. Il ne doit pas s'appliquer simplement pour les États africains. Voilà. Donc, à un certain moment, lorsque l'Afrique du Sud estime que, en tout cas, le président soudanais le président soudanais peut rentrer chez lui, c'est l'État sud-africain est souverain, a la possibilité effectivement de prendre une décision qui est une décision souveraine, et à partir de là, la Cour internationale tirera les conclusions. À quoi servent finalement les accords quand on signe en fait ces accords, puisque il faut le dire aussi que l'Afrique du Sud est signataire de ces accords de Rome en fait qui ont institué la CPI. À partir du moment où on signe les accords, il faut les appliquer. Oui. Ce qui est vrai. Donc l'Afrique du Sud était dans le devoir de les appliquer à ce moment-là. D'accord, très bien. Sur ce plan-là, je peux être d'accord avec vous. Cependant, il suffit de faire une récurrence sur l'histoire de la société. Si vous regardez, il existe un certain nombre d'États qui ont signé les accords ou qui sont membres, par exemple, de l'ONU. Oui. Est-ce que vous croyez que tous les États appliquent effectivement le droit international vis-à-vis de l'ONU? Non. Il y a des résolutions jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas appliquées. L'exemple de la Bosnie en est une illustration. Il y a des conventions qui ne sont pas appliquées. Donc on devait s'en accommoder, en vous entendant, on devait s'en accommoder, puisque le droit, à ce moment la diplomatie dirige le droit, donc on devait s'en accommoder en disant, bon, on n'applique pas, c'est pas grave, on continue. Mais bien entendu, on est habitué dans un système où on met des règles en place, mais on refuse de les appliquer. Ce n'est pas nouveau. Donc l'Afrique du Sud ne sera pas le premier pays, bien entendu, à ne pas respecter des accords, à ne pas respecter, si vous voulez, une convention à laquelle il a participé et qu'il a conclu. C'est ça le problème. Tous les États du monde le font. Alors, moi, ce que je veux simplement, c'est qu'il y a nécessité au jour d'aujourd'hui d'avoir une cour internationale, une cour pénale internationale. Il y a nécessité. Mais si la Cour pénale internationale doit exister, elle doit exister pour tous les États signataires. À partir du moment où on est signataire d'une convention, on doit la respecter. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le fonctionnement, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la société au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas que les Africains qui ont commis des crimes de génocide. Donc, à partir du moment où c'est une Cour pénale internationale, tout le monde doit être concerné. Alors, tout le monde doit être concerné. On va parler d'un concerné, c'est Omar El-Béchir. Que reproche-t-on à Omar El-Béchir aujourd'hui dans cette affaire du Darfour? Ce qu'on reproche à Omar El-Béchir, c'est ce qu'on reproche quasiment à tous les États, je vais dire à tous les chefs d'État dont on a envie de traduire devant une Cour pénale internationale. C'est-à-dire? Mais des crimes de génocide, ça peut être effectivement des pratiques de crimes de guerre. Mais le problème est de savoir, est-ce que les faits qui lui sont reprochés entrent dans le champ d'application, bien entendu, de la compétence de la Cour pénale internationale? Alors pourquoi s'en saisirait-elle, puisque aujourd'hui on sait très bien, c'est elle qui gère le dossier maintenant, notamment de ces crimes contre l'humanité? Parce que simplement, à mon avis, je pense qu'il s'agit au jour d'aujourd'hui d'un président africain et que par conséquent, ce sont les plus exposés. Donc pour vous, le Darfour, pénalement, M. El-Béchir n'a aucune responsabilité? Je ne dis pas qu'il n'a aucune responsabilité. Je n'aurais pas la prétention de le dire. Je ne dis pas qu'il n'a aucune responsabilité. Si sa responsabilité est établie, bien entendu, il faut tout mettre en œuvre pour le traduire devant cette juridiction. Mais ce que je veux, ce que je relève au jour d'aujourd'hui, c'est que si lui, aujourd'hui, il peut être traduit devant une Cour pénale internationale, il faut qu'un autre président, qui soit européen, qui puisse commettre les mêmes actes, soit en mesure d'être traduit devant une Cour pénale internationale. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on reproche à M. Bachir est peut-être vrai parce que... on a vu quand même ces massacres du Darfour. On a vu ces massacres, c'est sûr. On a vu ces massacres. Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu. Je peux vous dire que ce n'est pas par hasard qu'il a été pointé du doigt. S'il était innocent, on ne l'aurait pas choisi. Mais la procédure veut qu'on puisse effectivement mener les investigations de manière sérieuse et qu'on puisse respecter la Convention. Alors, on ne peut pas demander à l'Afrique du Sud d'intervenir dans la mesure où M. Bachir n'est pas de l'Afrique du Sud. Pourquoi on n'aurait pas attendu qu'il reparte chez lui pour l'arrêter? Alors, mais aujourd'hui, le mandat d'arrêt international, normalement, quand on se déplace, si on est dans un État signataire, c'est à cet État de l'appliquer. Et ce que devait faire l'Afrique du Sud aujourd'hui, ça crée une polémique quand même au niveau de la justice africaine qui s'est dit que c'est couché en fait devant un fait
notamment un fait de presse qui est celui qui a porté en fait toutes les accusations sur M. El-Béchir par rapport à ces massacres du Darfour. Moi, au jour d'aujourd'hui, lorsque je regarde le fonctionnement de la société internationale, je me dis l'Afrique du Sud n'a pas tout à fait tort de ne pas respecter la demande, bien entendu, de la Cour pénale internationale. Et l'Afrique du Sud ne serait pas le premier pays à le faire pour une raison essentielle. Le droit, il est le même pour tous. Le droit, il est fait pour tous. Et je le répète encore une fois, au risque de faire une récurrence, si l'on veut que la Cour pénale internationale puisse fonctionner de manière claire et précise, il faut qu'on respecte le statut de la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que tout le monde soit capable d'être traduit devant la Cour pénale internationale s'il se trouve et qu'il est à l'origine d'un génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de guerre. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. L'exemple le plus palpable, je le dis encore tout haut, ce qui se passe pour M. Poutine, personne n'en parle. Si M. Poutine était un Africain, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, il serait traduit devant la Cour pénale internationale. Alors pourquoi ne le fait-on pas pour M. Poutine, mais on le fait pour les présidents africains? La Cour pénale internationale ne doit pas exister simplement pour l'Afrique. Je l'ai dit tout à l'heure, encore une fois, il y a 7 cas d'enquête qui sont menés depuis la création de la Cour pénale internationale. 7 cas, les 7 cas ne concernent que l'Afrique. Ce qui s'est passé en URSS, à l'ex-URSS, n'interpelle pas la société internationale. Ce qui s'est passé en Tchétchénie n'interpelle pas la société internationale. Est-ce que ces dirigeants ont été traduits devant la Cour pénale internationale? Absolument pas. Voilà, par rapport à votre interrogation, maître, on va avancer. Finalement, vous donnez sans doute raison aux activistes africains, notamment les présidents qui se sentent plus ou moins inquiétés par cette cour, de dire que désormais, l'Afrique devait se retirer de la Cour pénale internationale. Le président Mugabe, aujourd'hui, celui qu'on appelle familièrement Vieux Bob du côté de Zimbabwe, explique que pour lui, il n'y a aucune raison que les Africains restent dans cette Cour internationale. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une porte ouverte à toutes les exactions auxquelles on a assisté depuis des années, qu'on assiste encore aujourd'hui sur ce continent? Je n'irai pas aussi loin. Je n'ai pas la prétention de dire au jour d'aujourd'hui que les présidents africains doivent dormir tranquilles. Ça serait quand même, bien entendu, ne pas respecter le droit dans son ensemble. Au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit encore une fois, il y a une cour qui existe, il faut lui donner les moyens nécessaires, il faut la donner effectivement les moyens nécessaires de faire son travail. Donc, dire que les Africains doivent se retirer de la Cour pénale internationale, permettez-moi, c'est une utopie. Et ça ne peut pas exister dans la mesure où, si ces chefs d'État, effectivement, peuvent avoir des comportements qui ne sont pas adaptés par rapport à la situation, par rapport à la gestion des affaires, et qu'à un certain moment peuvent être traduits devant la Cour pénale internationale, moi je suis d'accord. Je veux simplement qu'on respecte les règles, qu'on respecte, si vous voulez, les statuts de la Cour pénale internationale, et que ça se fasse pour tout le monde, pas uniquement pour les présidents africains. Par contre, je le dis encore une fois, dire qu'ils ne doivent pas faire partie de la Cour pénale internationale, non, ça serait quand même la porte ouverte à tout. Pour terminer sur ce sujet, est-ce que finalement, cette Cour continue, comme le disent certains, ceux qui sont en train de vilipender cette Cour, en fait, à rabaisser l'Afrique à un niveau tel que finalement, ce continent reste sous tutelle européenne, même en matière de droit et de justice? Je ne pense pas que l'objectif même de la création d'une Cour pénale internationale soit, bien entendu, consiste à poursuivre uniquement les chefs d'État africains ou, franchement, à faire du mal à l'Afrique. Non, le dire, ça serait quand même une grosse erreur. Mais, encore une fois, le droit international, quand on parle de droit international, c'est le droit qui doit s'appliquer dans tous les États. En tout cas, tous les États membres, par exemple, de la Convention. Encore une fois, si, au jour d'aujourd'hui, on partage ou on estime qu'il faut, puisque on l'a créé, une Cour pénale internationale, mais il faut absolument donner à la Cour pénale internationale les moyens nécessaires de mener sa politique, mais sur tous les plans. Sur tous les plans, mais bien entendu, en répondant à sa finalité, c'est-à-dire que lorsqu'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a commis un génocide, qu'il y a quelqu'un qui a commis un crime de guerre, qu'il soit européen, qu'il soit asiatique, qu'il soit africain, il doit être traduit devant la Cour pénale internationale, pas uniquement les Africains.
Sur le plan factuel, maître, est-ce qu'on peut dire que cet acte posé par la CPI en Afrique du Sud est un signal d'alarme envoyé notamment aux pseudo-dictateurs africains? C'est un signal d'alarme. Et les chefs d'État africains le savent depuis longtemps. C'est un signal d'alarme. Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, les crimes de génocide, les crimes de guerre ne peuvent plus rester impunis. C'est un constat. Et ça va évoluer. Ça va évoluer. Si aujourd'hui, depuis la création de la Cour pénale internationale jusqu'à aujourd'hui, je disais tout à l'heure, au risque de faire une récurrence, il n'y a eu que 7 affaires concernées. Mais je peux vous dire que dans les 5-10 années qui vont suivre, il y en aura plus. Il y en aura plus. D'où la nécessité de prendre conscience. Toujours parlons de règles, nous allons repartir, on va rester sur ce continent africain par rapport aux questions liées à l'ordre constitutionnel. Quelle lecture faites-vous déjà sur cette question d'ordre constitutionnel sur le continent aujourd'hui? On voit qu'il y a quand même une certaine tension qui naît du fait de ne pas vouloir appliquer ou sinon appliquer autrement les règles établies en amont. Alors, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a vu ce qui s'est passé tout récemment au Burkina Faso. On voit aujourd'hui ce qui se passe pratiquement au Congo-Brazzaville, où il y a un problème de modification de la Constitution et encore une fois qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, j'ai un premier constat que je vais relever, c'est que au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on sache une chose. Dans toutes les grandes démocraties libérales, je dis bien dans toutes les grandes démocraties libérales, il y a toujours eu une modification de constitution, par exemple. Donc, en soi, c'est normal. C'est normal. Les constitutions ne doivent pas être rigides. Les constitutions sont faites pour évoluer, parce que les constitutions doivent être adaptées aux mœurs, aux traditions, aux évolutions de la société. Donc, modifier une constitution n'est pas automatiquement synonyme, je ne sais pas, d'un coup d'État institutionnel. Si vous prenez les constitutions que les États américains se sont dotés à partir des années 1771, mais ces constitutions ont évolué. Elles ont évolué par rapport à l'évolution de la société. On les a adaptées. Mais il n'y a pas que les constitutions. Le droit évolue toujours en fonction de l'évolution de la société. Je vous prends un exemple, encore une fois. Il y a encore quelques années, le droit ne reconnaissait pas le mariage homosexuel en France. Et pourtant, aujourd'hui, le droit français le reconnaît. Ça nécessite quand même la modification de plusieurs articles du Code civil. Donc, il faut adapter le droit par rapport à l'évolution de la société. Donc, quand on me parle de modification de la Constitution, pour être plus clair en ce qui concerne, par exemple, le Congo-Brazzaville, il faut se placer, il faut analyser la question sur 2 angles. Alors, j'entends les gens dire, modifier la Constitution, c'est donner la possibilité au président Sassou Nguesso de se représenter encore une fois, alors même que l'âge, au regard de l'article 58 de la Constitution du 20 janvier 2002, ne lui permet plus de se représenter. Mais il y a le côté institutionnel, il y a le côté, bien entendu, hors politique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on examine la Constitution du 20 janvier 2002, l'analyse opérée révèle qu'il y a nécessité de modifier cette Constitution. Il y a nécessité de modifier cette Constitution à plusieurs points de vue. Je vous prends un exemple. Que nous dit le fameux article 58? Il nous dit « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est de nationalité congolaise. » Il n'y a aucun souci. On ne verra pas un Chinois débarquer bien entendu, natale pour venir au Congo pour c'est ce que je vais dire. Oui. Il n'y a aucun problème sur ce point-là. Ça mérite d'être souligné dans la Constitution congolaise. S'il ne jouit de tous ses droits civils et politiques, jusque-là, ça ne pose aucun problème. Tout à fait. S'il n'est pas de bonne moralité, encore une fois, ça ne me pose aucun problème. On ne peut pas diriger un pays si on n'a pas une bonne moralité. On nous dit plus loin, s'il n'atteste d'une expérience professionnelle de 15 ans au moins, ça commence à poser problème. Cela signifie que pour être compétent au Congo, pour diriger le Congo, il faut avoir une expérience professionnelle au moins de 15 ans. Donc un chômeur n'aura pas Donc un chômeur n'aura pas la chance d'être président de la République. C'est comme si on veut me dire, un chômeur n'est pas capable, n'est pas intelligent. Voilà. Mais on peut avoir les diplômes, on peut avoir la compétence et être au chômage. On peut ne pas avoir une expérience, je vais dire professionnelle, et avoir les compétences.
Donc, là, ça pose déjà problème. Une expérience professionnelle de 15 ans, je pense que cet alinéa doit être revu. Il faut revoir. Avec le taux de chômage aujourd'hui. Avec le taux de chômage aujourd'hui. Donc, ça nécessite une modification. Et je vais aller plus loin. On nous dit, s'il n'est âgé de 40 ans au moins, et de 70 ans au plus, à la date du dépôt de sa candidature. C'est la fameuse question qui, aujourd'hui, encore une fois, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et qui directement concerne le président Denis Sassou Nguesso. Alors, très bien. Mais lorsqu'on examine effectivement cette question, l'analyse opérée révèle au jour d'aujourd'hui que les Congolais, plus particulièrement l'opposition congolaise, ne regardent que la bonne supérieure, c'est-à-dire la limite d'âge et qui est fixée au jour d'aujourd'hui. Aussi. Non, on y reviendra sur la limite des mandats. On nous dit, au jour d'aujourd'hui, on regarde la limite d'âge supérieure. On ne regarde pas la limite d'âge inférieure. On nous dit, s'il n'est pas âgé de 40 ans, encore une fois, ça signifie que quand on a 35 ans, on ne peut pas être président ou 39 ans, oui. On ne peut pas être président de la République. Mais excusez-moi, permettez-moi l'expression, c'est une vraie masturbation intellectuelle. À 35 ans, on peut avoir la compétence, on peut avoir les qualités nécessaires de diriger le pays. On n'est pas compétent à 60 ans, on n'est pas incompétent à 30 ans. Vous voyez bien qu'il y a problème. Ça nécessite une modification, ça nécessite un changement. Mais je vais aller plus loin. Toujours l'article 58 nous dit, s'il ne réside de façon interrompue sur le territoire de la République, au moment du dépôt de sa candidature, depuis au moins 24 mois. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous et moi, qui habitons en France depuis quelques années, qui n'ont pas la possibilité d'aller vivre au Congo pendant 24 mois continus, nous n'avons pas la possibilité d'être, de prétendre à la magistrature suprême. Mais c'est un grand problème. C'est un grand problème. Maître, je comprends bien, si vous permettez votre démonstration, je comprends très bien l'intérêt que vous avez montré en expliquant un peu toutes les subtilités qu'on peut comprendre aujourd'hui. Mais cette constitution a quand même fonctionné pendant quasiment 18 ans. Depuis 2002, cette constitution fonctionne. Alors, et personne ne se posait la question en se disant, est-ce que cela vaut pour notre pays, pour qu'il évolue? Pourquoi la question se pose que maintenant? Parce que peut-être le sort personnel de Denis Sassou Nguesso est en jeu. Ma réponse est claire par rapport à cette question. Moi, je suis de ceux qui pensent, au jour d'aujourd'hui, et peut-être que beaucoup de gens l'oublient, il faut savoir que la Constitution du 20 janvier 2002, excusez-moi, a été votée dans des conditions particulières. Elle a été adoptée dans des conditions particulières. On était dans une situation où le Congo sortait d'une guerre. Oui. On est d'accord. Qu'on nous vend toujours. Oui, mais d'accord, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Moi, je ne suis pas un homme du pouvoir. Moi, je raisonne en tant que, si vous me permettez le qualificatif, je n'ai pas la prétention de jouer la trompette à tous les carrefours de la rue. Moi, je parle en tant que, si vous voulez, Congolais, en tant qu'intellectuel congolais, pas en tant qu'homme politique congolais. Je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition. Ce que je vais dire simplement, c'est que cet argument est valable. La Constitution du 20 janvier, je le répète encore une fois, a été adoptée dans des conditions particulières. Le Congo sortait d'une guerre. Il y avait l'instabilité au Congo. Il était donc nécessaire, à cette période, que le président de la République puisse effectivement s'accaparer de tous les pouvoirs. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas possible. Non, c'est la réalité. Il était nécessaire qu'il puisse avoir tous les pouvoirs en main, non pas parce qu'il ne voulait pas les partager, mais parce que simplement, pour mieux instaurer, je vais dire, la sécurité, pour mieux permettre aux institutions de fonctionner, il fallait prendre les grandes décisions. Et il était le seul à le faire. Pourquoi? Mais vous constaterez que dans un marigot, il n'y a pas de caïman mal. C'était normal qu'il ne puisse pas nommer un Premier ministre. Et c'est pourquoi d'ailleurs il n'y a pas de poste de Premier ministre dans la Constitution congolaise. Parce qu'à l'époque, il fallait à tout prix qu'il puisse avoir tous les pouvoirs pour rétablir la sécurité. C'est une constitution taillée sur mesure. Non, elle était taillée sur mesure au regard, effectivement, de la situation du pays à l'époque. Et pour la personne de Denis Sassou Nguesso. Je n'en disconviens pas. Et c'est pourquoi je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus nécessité, effectivement, de garder cette constitution telle qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'insécurité au Congo.
Donc au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité de nommer un Premier ministre au Congo. Vous voyez qu'il faut modifier donc la Constitution. Et je vais aller plus loin, puisque si l'on fait une récurrence sur ce que l'on disait tout à l'heure concernant l'article 58, Oui. on disait tout à l'heure, il y a quelque chose que je n'ai pas souligné. Il y a effectivement une alinéa qui nous dit que ne peut être président de la République, en tout cas nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République, s'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental, dûment constaté par un collège de 3 médecins assermentés, désignés par la Cour constitutionnelle. Mais, monsieur le journaliste, il y a un vrai problème. Pourquoi? Le Congolais avertissait que la Cour constitutionnelle, en tout cas les 9 membres de la Cour constitutionnelle, sont nommés par le président de la République. Non? Oui, tout à fait. Avec les propositions des 2 présidents d'Assemblée et de la Cour. Oui. Alors, est-ce que vous croyez que demain, lorsque le président de la République en place, je ne parle pas uniquement du président Sassou Nguesso, ça peut arriver que ce soit n'importe quel président, qui serait en état de ne plus diriger le Congo parce que l'état de santé lui fait reculer devant la nécessité de le faire, est-ce que vous croyez que la Cour constitutionnelle serait dans la capacité de donner un avis digne de ce nom, c'est-à-dire objectif, dans la mesure où ces gens sont nommés par le président de la République? Là encore, il y a problème. Non. Donc, ça nécessite une modification. Les exemples sont multiples. On peut en parler toute la nuit. On peut en parler des décennies. Les exemples sont multiples qui nécessitent aujourd'hui une modification de la Constitution congolaise. Donc, qu'on ne se tape pas le luxe de dire simplement alors, le président Sassou Nguesso veut effectivement qu'on modifie la Constitution parce que ça lui permettrait simplement de se représenter. Il y a une vision matérielle, il y a une vision, je veux dire, pratique de la chose, mais il y a également, de notre côté, une vision institutionnelle, une vision constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est la vision pratique qui domine, puisqu'on voit les personnes, notamment au niveau de l'opposition, qui se posent, principalement parce que cette Constitution a aussi des verrous. En dehors de l'article 58, vous avez aussi l'article 59, vous avez l'article 125, qui pose quand même des verrous qui fassent en sorte qu'aujourd'hui, le président actuel, dans le débat que nous avons, aura sans doute pas la possibilité de pouvoir, je ne dirais pas s'éterniser au pouvoir, mais de prétendre à un 3e mandat, comme les autres pensent, notamment ceux de l'opposition, au cas où cette constitution serait modifiée. Qu'est-ce qu'on fait de ces verrous-là, finalement? D'où la nécessité, encore une fois, d'où la nécessité donc, de tendre vers une modification de la Constitution. Parce que pour permettre une alternance au Congo, il faut au jour d'aujourd'hui qu'on ait les moyens. Or que les moyens doivent être des moyens constitutionnels. Donc si aujourd'hui on veut lever ces verrous, mais il faut accepter qu'on puisse tendre vers effectivement une modification de la Constitution. Ce qui est important au Congo au jour d'aujourd'hui et que beaucoup de gens ignorent, ce n'est pas automatiquement un changement ou une modification de la Constitution. Je crois qu'il y a un problème de changement d'homme. Et cela ne signifie pas simplement automatiquement changer le président. C'est la Constitution qui le veut qu'automatiquement change le président, puisque normalement, il n'a plus droit à un 3e mandat. Il n'a plus droit à un 3e mandat. Enfin, selon la Constitution. Hein, oui, il n'a plus droit à un 3e mandat. Le peuple congolais, bien entendu, appréciera. Oui. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on mène des investigations qui consistent à rencontrer des chefs de parti pour parler de la fameuse consultation, excusez-moi encore une fois, ça ne relève pas de la compétence, bien entendu, du président de la République. Ah, voilà, dites-nous. Ça ne relève pas de la compétence. C'est une initiative privée qui ne rentrerait pas dans... Mais qu'on ne peut pas toujours condamner. Ça peut avoir un bon fond. Mais d'un point de vue constitutionnel, au jour d'aujourd'hui, le peuple doit se prononcer. Et que nous dit la Constitution? La Constitution nous dit que le peuple doit se prononcer par un référendum. Donc il faut organiser un référendum, poser la question qui mérite d'être posée au peuple et le peuple se prononcera. Et là, sur ce point-là, le président Sassou Nguesso ne cesse pas de le dire. Il le dit, il faut consulter le peuple. Et ce fameux dialogue, alors à quoi servirait-il ou à quoi sert-il? Puisqu'aujourd'hui, quand vous entendez le pouvoir en place, on vous parle de ces consultations qui devraient aboutir à un dialogue, et à partir de ces dialogues, essayer d'avancer. Finalement, si vous nous dites aujourd'hui que les consultations du président ne sont pas constitutionnel en tant que tel, il faut rester sur le terme, ça veut dire qu'il n'était pas dans son droit de pouvoir le faire. Finalement, pourquoi a-t-il toujours l'initiative jusqu'à maintenant pour cette transition
entre guillemets, constitutionnelle, institutionnelle à laquelle on devrait Non, mais s'attendre. moi, je vais repréciser ma pensée. Allez-y, allez-y. Ce que je veux dire, c'est que si d'un point de vue constitutionnel, ça ne relève pas de la compétence du président de la République de consulter effectivement un certain nombre de chefs de parti pour avoir leur avis sur la question, l'initiative n'est pas totalement critiquable en soi. Oui. Il est nécessaire, je le dis encore une fois, que le peuple soit consulté. Et je le dis, le peuple doit être consulté. C'est ce que dire le président Denis Sassou Nguesso dès le départ en disant si les politiques ne s'entendent pas, s'il n'y a rien, en dernier ressort c'est le peuple. Mais pourquoi attendre un dernier ressort alors qu'on peut le consulter tout de suite? Oui, là sur ce point je suis d'accord. On ne va pas passer, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se taper le luxe de consulter d'abord les chefs de parti pour consulter le peuple. Les chefs de parti ne représentent pas le peuple congolais. Les chefs de parti ne représentent pas le peuple congolais. La Constitution le dit, le peuple doit être consulté par référendum. Qu'on organise le référendum et qu'on pose la question qui mérite d'être posée au peuple congolais. Alors qu'on ne se tape pas le luxe de dire simplement, comme j'entends dans la société congolaise, oui, je suis opposé à la modification de la Constitution, sans nous proposer effectivement la démarche, si vous voulez, supplétive. Comment est-ce que vous envisagez la sortie de crise? Parce que là, on est visiblement dans une crise institutionnelle, puisque l'opposition refuse de participer à toutes les initiatives qui sont prises par le président, avec des préalables, notamment la gouvernance électorale. Aujourd'hui, ce n'est pas la priorité du pouvoir actuel. Comment est-ce que vous envisagez, vous, en termes de droit, toujours, la question, la sortie, en fait, de cette pseudo-crise qui est en train de s'annoncer et qui, de jour en jour, se durcit? Moi, je pense qu'en toute chose, pas uniquement dans le droit, en toute chose, il faut discuter. J'ai quelqu'un qui me disait que c'est toujours de la discussion que jaillit la lumière. Donc il n'y a pas une autre solution que celle de la concertation. Il n'y a pas une autre solution que celle d'une table ronde. Lorsque, effectivement, je n'ai rien à reprocher peut-être à l'opposition congolaise, je vous le dis encore une fois, je ne raisonne pas en tant qu'opposant ou homme, je ne sais pas, quelqu'un de la majorité présidentielle, je raisonne en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel congolais, je le dis, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de prendre l'initiative de dire on ne va pas en discuter, on en reste là. Ça serait une grosse erreur. L'erreur serait de croire que lorsqu'on ne va pas participer au débat, on va avancer. Non, il faut participer au débat. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, l'opposition, s'il en existe une au Congo, permettez-moi de vous le dire, s'il en existe une, parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas d'opposition au Congo. Parce que ceux qui font l'opposition au Congo, permettez-moi, sans effectivement indexer qui que ce soit, ce sont ceux qui ont été au pouvoir qui sont dessus aujourd'hui. Donc ça repose le problème de légitimité de cette opposition, parce que tout le temps que vous avez des gens, on revient sur la même chose, c'est que ces hommes qui sont là aujourd'hui, qui se réclament opposants, ont été au service de ce pouvoir, ont été avec ce pouvoir. Alors, bien entendu, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il y a nécessité de discuter, mais pas simplement de discuter, mais il y a nécessité aussi, effectivement, de faire une vraie transformation de mentalité. Il y a nécessité de transformer les mentalités. Parce que si vous regardez bien, au jour d'aujourd'hui, la démocratie ne s'est pas affirmée au Congo, non pas parce qu'il manque des gens acquis d'une certaine culture démocratique, mais c'est à cause de certaines personnes qui n'ont pas voulu que la démocratie puisse s'affirmer. Il faut d'abord qu'on puisse transformer nos mentalités. Si l'on veut effectivement avancer, il faut un vrai travail sur la transformation de mentalité. Parce que, je vous prends un exemple, dans les pays de grande démocratie libérale, encore une fois, vous verrez que l'adhésion à un parti politique est liée au programme du parti, au projet du parti. Quand vous allez en Afrique, et plus particulièrement au Congo, l'adhésion à un parti politique est liée à l'ethnie, à la tribu. Moi, je suis Vili, je vais voter RDPS parce que c'est le parti du coin. Mon collègue qui est Mboshi va voter PCT parce que c'est le parti du coin. Mon collègue du Nibolek va voter l'IPADES parce que c'est le parti. Mais il faut dépasser effectivement cette mentalité. Il en est de même pour la création de partis. Lorsqu'on crée un parti au Congo, il faut qu'on change la façon de faire de la politique. Il ne faut plus que ce soit des partis qui sont créés simplement parce qu'on a envie
un jour de se retrouver au pouvoir et de se servir, il faut qu'on crée un parti qui aura pour vocation, effectivement, de mener le pays vers le droit chemin. Alors, est-ce que, la question qui revient tout le temps, est-ce que la modification de cette constitution doit-elle nécessairement être faite par le président Denis Sassou Nguesso? Moi, je pense que si on était dans une vraie démocratie, dans un vrai pays démocratique, parce qu'on ne me dira pas que le Congo est un pays démocratique, mais je ne dis pas non plus qu'au jour d'aujourd'hui, voilà... On retient l'adjectif vrai. Bon, mais quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas automatiquement urgence. Il n'y a pas automatiquement urgence. La vision que j'ai, c'est une vision, bien entendu, je vais dire... d'un simple citoyen. Donc, ça signifie que le président Denis Sassou Nguesso peut finir son mandat tranquillement, partir et laisser à l'autre vouloir faire le job. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Le président Sassou Nguesso peut aussi, au jour d'aujourd'hui, dire, mais écoutez, moi, le pouvoir, la Constitution ne me permet plus de me représenter, mais voilà, je termine et je m'en vais. Est-ce qu'il devrait le dire maintenant pour calmer plus ou moins tout? Mais c'est l'année prochaine, je veux dire, les élections. C'est l'année prochaine, c'est pas cette année. Donc il a tout le temps de dire, voilà, je ne me représente plus parce que la Constitution ne me permet pas de me représenter. Au jour d'aujourd'hui, s'il ne le dit pas, ça ne doit pas être effectivement un moyen de penser qu'il veut se maintenir au pouvoir. Il faut laisser aussi la liberté aux autres. Il est libre de le dire maintenant ou de ne pas le dire. Mais encore une fois, la Constitution ne soumet pas le président Sassou Nguesso à l'obligation, effectivement, de déclarer maintenant qu'il ne va pas se représenter ou il va se représenter. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, certes, la Constitution ne lui confère pas le droit également de réunir les chefs des partis pour évoquer la question, parce que l'Assemblée a l'initiative, et effectivement, ça se fait par voie de référendum. Mais s'il estime qu'au jour d'aujourd'hui, il faut éteindre le feu, et qu'il faut en discuter, on peut en discuter. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la réponse adaptée qui consiste à ne pas participer. Je parle de l'opposition. Oui. Il faut participer, il faut discuter. Maintenant, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ils ne sont pas obligés d'accepter tout ce qu'on va leur dire. Est-ce que vous estimez que le Congo de 2016 va, en termes de droit, rester dans la ligne constitutionnelle qu'elle s'est donnée en 2002, ou bien, nécessairement, tel que vous l'avez dit, il faut qu'on passe à autre chose, quitte à ce que ce soit un autre acteur que Denis Sassou Nguesso qui le fasse? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'on regarde la vie politique du Congo, le Congolais avertissait, et vous le savez comme moi, qu'entre 1960 et aujourd'hui, le Congo a connu plus de 14 lois constitutionnelles. Plus de 14 lois constitutionnelles. C'est beaucoup. Beaucoup pour un pays. 14 lois constitutionnelles pour un pays qui n'a pas plus de 80 ans depuis l'indépendance. Et je l'ai dit encore une fois, je crois qu'il ne suffit pas simplement de penser qu'il faut automatiquement modifier la Constitution. Il y a un travail de fond qu'il est nécessaire de faire. Je l'ai dit, changement de mentalité, changement certainement d'homme aussi, mais aussi résoudre les problèmes qui sont, je dirais, cruciaux pour les jeunes Congolais. Le chômage, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, le Congolais, permettez-moi l'expression, s'en fout presque de la politique. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'ils sont tous corrompus et qu'il n'y a pas nécessité d'aller voter. Alors, si tout le monde ne va pas voter, vous voyez bien que le peuple congolais ne va pas s'exprimer. Le peuple congolais ne s'est pas exprimé si les gens ne vont pas voter. Donc, il y a un grand travail de fond. Alors, moi, j'ai au jour d'aujourd'hui la foi que le Congo va s'en sortir. Pourquoi? Je reviens toujours, même si on nous dit parfois qu'il ne faut pas toujours comparer avec ce qui s'est passé à l'Occident. Mais on ne peut pas passer outre. Lorsque vous voyez les grandes démocraties libérales, il a fallu plus d'un siècle pour faire asseoir la démocratie. Oui. Nous sommes à combien d'années? À peu près 60 ans. J'ai l'espoir. Avec une parenthèse, bien sûr. Mais bien entendu, j'ai l'espoir que demain les choses peuvent changer au Congo. Il faut qu'on ait la volonté. Il suffit simplement d'avoir la volonté de changer les choses. Si on a la volonté, les choses changeront parce qu'il y a beaucoup plus
de volonté dans la plupart de réussite que de talent. Et lorsqu'on jumelle les deux, c'est pas à moi de vous dire qu'il y a le talent au Congo. Il y a des talents au Congo. Il y a des gens intelligents, il y a des gens capables effectivement d'apporter leur contribution, d'apporter la pierre à l'édifice. Ce qui signifie simplement que si on y met le cœur, le Congo s'en sortira. Voilà, c'est sur cette expression, si on y met le cœur, le Congo s'en sortira. Merci, maître Jean-René Hildevert. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à Noko Kumunga Koso et toute l'équipe du Zana TV pour la réalisation de cette émission. Merci surtout à vous qui nous suivez et qui aujourd'hui encouragez toutes les actions menées par votre chaîne, la chaîne de la diaspora Zana TV. Merci aussi aux personnes qui nous permettent de réaliser ce travail dans les conditions que vous voyez désormais. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.